En tout cas, on a appris, entre autres, la semaine dernière, effectivement, que les humanités classiques africaines, justement, comme vous les décrivez, sont largement antérieur à ce qu'on pense. On parle de peuples qui se sont formés depuis 350 000 ans, qui ont évolué pendant 350 000 années quand même, comparativement aux Occidentaux les Occidentaux, le test ADN qu'ils ont fait eux-mêmes en 2015 parle de l'âge de bronze. L'âge de bronze, c'est moins 2500. Moins 2500. Arrivé en Europe. Donc entre 350 000, moins 350 000. Il n'y a pas photo. Effectivement, il n'y a pas photo. On en est vous nous avez expliqué effectivement qu'ils étaient très organisés, que leur société en fait ressemble quasiment en fait à nos sociétés modernes. Oui, parce qu'elles ont servi de modèle. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est vrai que les Européens qui sont venus du Caucase en fuyant la glaciation ont rencontré des civilisations extrêmement avancées. Depuis l'Inde avec Mohenjo-Daro et Harappa, avec la civilisation élamite en Mésopotamie et naturellement l'Égypte ancienne, en Afrique avec la Nubie. Donc c'est vrai que, et puis il ne faut pas oublier que l'Europe était habitée par des civilisations noires aussi. Donc de grandes et de brillantes civilisations noires, et donc ça il ne faut pas l'oublier. Ensuite, on a vu effectivement que lors du choc des civilisations, effectivement, l'Afrique était plus ouverte vers le monde, donc elle était sur le don de sa connaissance. Elle voulait que la connaissance, effectivement, sauve l'humanité d'une certaine façon, éclaire l'humanité. Donc elle a ouvert cette connaissance au monde. Effectivement, certains sont venus, l'ont pioché, comme des grands mathématiciens, comme Pythagore, qui ont juste transposé en fait. Oui, totalement. C'est-à-dire que leur testament est clair. C'est la façon dont c'est raconté. Aujourd'hui, c'est vrai que la géopolitique prend le pas sur la nature du récit, mais je pense qu'il faut aller aux sources. Là-dessus, chez Cantadio n'a pas raison. Il faut aller véritablement voir les documents de première main, de manière à vraiment ressentir le témoignage de l'auteur. Ça, c'est vraiment très important. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut souligner dans tout cela, c'est que c'est l'histoire de l'humanité. Et il y a quelque chose qu'on ne dit pas souvent, mais il faut savoir que les cités ont été construites par les Africains. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on est nomade, on ne sait pas construire une cité. On ne sait même pas où s'arrêter. Et il faut avoir une longue expérience de vie sédentaire pour connaître les conditions requises pour pouvoir édifier une cité. Et quand vous faites maintenant un travail de recherche, vous pouvez même prendre Athènes, vous allez découvrir qu'Athènes existait avant l'arrivée des Grecs. Vous voyez, parce que c'était déjà une cité à l'époque des Africains anciens. On peut même vous dire quel est le roi africain qui a fondé la ville d'Athènes. Il s'appelle Cécrops. Vous voyez, donc qui fait qu'il y a des informations précises qui permettent de voir qu'en fait le nomade arrive et va s'installer sur le territoire du sédentaire. Mais ce n'est pas un créateur de cité. Ça, il faut le souligner. Alors comment, effectivement, là, on en vient vraiment à ce basculement dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on a les hommes noirs qui ont un peu le lead en termes de connaissances, en termes de sciences, en termes d'édification de monuments, d'infrastructures comme les pyramides, les routes. On sait qu'ils ont inventé le papier. Enfin, comment on arrive effectivement à être au top, comme on dit, et se retrouver finalement les derniers de l'humanité quelques millénaires plus tard? Alors, il faut savoir que l'histoire de l'humanité est quand même assez particulière. C'est-à-dire que les peuples qui ont l'ascendant aujourd'hui sont des papillons. C'est-à-dire qu'ils ont butiné un peu dans toutes les civilisations. Vous voyez, et en butinant un peu partout, ils ont récupéré des savoirs qui n'étaient pas le fruit de leur génie, mais ils les ont synthétisés dans leur quartier général. Donc c'était Bagdad, par exemple, pour les Arabes. Et vous voyez, ce sont les Arabes qui, au 8e siècle, vont ramener les connaissances de l'Inde, de l'Asie, de l'Afrique, et aussi de la Grèce, ce que les Grecs avaient pris en Afrique, vont ramener ça à l'Europe. L'Europe, à l'époque, est dans une période qu'on appelle le Dark Age, en Angleterre, c'est-à-dire le Moyen Âge. C'est-à-dire que c'est la fin de l'Empire romain et le niveau intellectuel est complètement bas. Et là, le monde arabe arrive avec des sciences, la médecine, les mathématiques, l'astronomie, la navigation, la poudre à canon, tout ce qui est observation des étoiles et compagnie, les lunettes optiques. Et donc, l'Europe découvre, donc, sous occupation, c'est vrai, mais des savoirs qu'elle ne maîtrise pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est là qu'on va voir germer les premières écoles, les premières universités. Parce qu'il faut savoir qu'en Europe, le savoir se transmettait dans les abbayes. Vous voyez, il y avait des vieux manuscrits grecs, mais qui n'étaient pas parfaits. Là, les Arabes, le fait d'avoir récupéré la connaissance des Grecs, d'avoir traduit les textes grecs en arabe, donc vont arriver en Europe avec des textes en arabe, mais qui parlent de Platon, qui parlent de Thalès. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'à Tolède,
les Européens vont s'organiser pour traduire en latin les documents arabes. Et en traduisant en latin les documents arabes, ils vont découvrir véritablement un patrimoine qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas l'histoire de l'Europe. Vous voyez? Et à partir de là, chacun va repartir dans son pays, et c'est là que va apparaître l'université de Londres, l'université de Paris et compagnie. Donc l'enseignement va commencer par le savoir que les Noirs et les Arabes ont ramené au 8e siècle. Vous voyez? Chose particulière, c'est que en retournant en Grèce, ils vont traduire les documents latins en grec. Et maintenant, c'est vrai qu'on présente ces documents-là comme étant des originaux, alors qu'on n'a aucun original d'aucun texte grec. Il faut le savoir. D'accord. Hein, par exemple, et en plus, les mathématiciens tels que les Thalès et les Pythagore n'aimaient pas écrire. C'est-à-dire, il n'y a aucun théorème de Thalès, aucun théorème de Pythagore. Ce sont des choses qui n'existent pas. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et quand vous écoutez l'historiographe européen, vous avez l'impression qu'il a un document. En fait, c'est fantomas, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Vous voyez, et ça il faut le comprendre. Parce que quand nous parlons du théorème donc africain, on a un document qui s'appelle le papyrus du mathématicien Yamessou, donc qui est aux alentours de 1650 de l'ère ancienne africaine. On a un document, on appelle généralement ce document, ça s'appelle le papyrus Rhin. Vous voyez, donc qui fait que il y a un décalage entre l'Afrique, par exemple, si je vous parle d'un texte sacré africain, même s'il remonte à 5000 ans, je vous montre l'original. Alors qu'on est incapable de montrer un original de quelque texte sacré que ce soit, puisque ce sont des copies de copies de copies de copies. Bon, si je vous parle d'un prophète africain, je peux vous emmener dans son tombeau, même s'il a vécu il y a 6000 ans. Par contre, vous voyez les autres, on va vous dire oui, mais on ne sait pas trop, éventuellement. Donc tout ce qui est de l'ordre en dehors de l'Afrique, c'est du flou artistique. D'une façon générale, tout est de l'ordre du flou artistique. Par contre, en Afrique, tout est précis. On a la date, on a les documents écrits de la main même du prophète, la chaise sur laquelle il s'est assis, le papyrus avec lequel il est écrit. Donc c'est très impressionnant. Vous savez, moi j'ai eu l'occasion de rentrer dans des tombeaux ayant appartenu donc à ces grands sages dont on a copié les textes dans la Bible aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que officiellement a été reconnu que les textes des prophètes africains ont été tout simplement plagiés dans les textes bibliques. Ah non, mais vous avez précis. Par exemple, prenez l'hymne à Aton d'Akhenaton, c'est le psaume 104 dans la Bible. Tous les textes d'Amenemhotep, donc Amenhotep, sont devenus les textes de Proverbes. Vous avez les textes de la sagesse de Salomon, qui sont les textes aussi de notre sage africain. Donc tout ça pour bien montrer que c'est l'héritage de Jean-François Champollion. C'est-à-dire lui-même s'est aperçu que quand il a déchiffré, en tout cas il a compris le système de lecture des hiéroglyphes, il était en train de lire des textes qui étaient censés être apparus plusieurs millénaires après. Et il les voyait déjà au 3e millénaire. Vous voyez? Donc ça a été aussi un choc pour lui. Il en parle à certains moments. Donc maintenant la chose c'est que, comment faire pour remettre la balle au centre? La vérité, elle est extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle est très loin des croyances et des suppositions. Parce que la vérité reste la vérité. Et c'est pour ça que je dis, comme je suis venu avec quelques images, mais le mieux c'est de pouvoir justement... On va les présenter. On va les présenter. Mais avant cela, effectivement, une fois que la connaissance est partie aux 4 coins du monde, et après, il y a eu des velléités quand même entre les peuples, puisque les Européens sont redescendus en Afrique, mais cette fois-ci pour pratiquer effectivement l'esclavage. Comment ça s'est passé Alors, il y a une chose qui est... La question, c'était la façon dont elle est posée, je dirais généralement, montre bien que la dynamique de l'histoire, on ne l'a pas encore saisie. Ce n'est pas un peuple qui a attaqué l'Afrique, c'est la totalité des peuples. C'est-à-dire, ce sont des coalitions. Regardez comment Ramsès II s'est trouvé confronté à la bataille de Kadesh face à une coalition de peuples qui s'étaient unis pour tout simplement envahir l'Afrique. L'esclavage, c'est la même chose. C'est toutes les nations européennes qui se sont organisées pour venir piller les richesses de l'Afrique. Parce qu'on parle beaucoup des esclaves, mais il faut parler quand même de l'or, du pétrole, du diamant. En tout cas, de l'or, du diamant, de l'ivoire, des peaux et de tout ce qui avait de la valeur à l'époque. Vous voyez, en plus des êtres humains, tout ça, ce sont toutes les nations européennes qui se sont organisées et avec aussi cette coalisation des nations américaines. Vous voyez, au fur et à mesure du déplacement, on se retrouve pour tout simplement agresser le continent africain. Mais vous savez que nous parlons d'une agression de plusieurs millénaires, à partir de 500 ans d'agression.
Comment vous faites pour régénérer vos guerriers, régénérer vos combattants, régénérer votre civilisation, lorsque à peine que vous venez livrer une bataille contre les Anglais, arrivent les Hollandais, vous livrez bataille contre les Hollandais, arrivent les Espagnols, vous livrez bataille contre les Espagnols, arrivent les Portugais, vous livrez bataille, arrivent les Danois, arrivent les Anglais. Il faut comprendre la chose. À un moment, l'Empire Ashanti, par exemple, qui a résisté, mais héroïquement, mais il y a un moment, les gens arrivent toujours avec des armes perfectionnées. C'est-à-dire qu'il faut voir que entre le Portugal qui commence avec des armes à feu un peu rudimentaires, en 1441, mais avec la poudre à canon, avec quand même les fusils, voilà. Mais au fur et à mesure, cette technologie va être améliorée. On va voir arriver la canonnière, qui est un bateau où il n'y a que des canons. Vous voyez, et donc la chose qui se passe, c'est que même lorsque les civilisations africaines récupèrent des fusils, ben vous avez tout simplement une autre nation européenne qui vient avec des fusils qui sont de l'ordre d'une nouvelle technologie. Donc tout ça crée finalement sur la durée un déséquilibre dans le rapport de force, et à partir de là, ça devient compliqué. Alors d'où vient cette réflexion que des Noirs ont vendu des Noirs et effectivement qu'ils ont été troqués pour de la pacotille? Alors il faut savoir que le problème, c'est que l'histoire de l'esclavage est une histoire politique, parce qu'il y a une notion de culpabilité liée à cette page d'histoire. Donc l'Europe organise, je dirais, un transfert de culpabilité sur les populations africaines, de manière à ne pas avoir à payer l'addition de l'histoire. Vous voyez l'affaire. Mais le problème de fond, c'est que les arguments invoqués, c'est de la fumisterie, c'est du grand n'importe quoi. Parce que il y a 15 jours, j'étais en Martinique, nous avons regardé donc le film de la reine Zinga, qui est un grand royaume en Angola et au Congo. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce film? On voit bien que ce sont les Portugais qui, avec leurs bateaux, rentrent dans les fleuves, donc pénètrent à l'intérieur des terres en utilisant les fleuves, et la nuit font les razzias eux-mêmes. Bon, vous avez des Portugais qui coupent la tête des rois. Zinga même est poursuivie par les Portugais parce qu'elle refuse donc de collaborer avec eux. Donc on voit bien que moi-même à la fin du film, quand j'ai dit aux gens, ça devient, j'aurais dit vraiment, vous voyez, ça devient ridicule de dire que les Noirs ont vendu les Noirs, ben, tout le monde s'est tu. Parce que quand on a vu le film, on a compris. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il y a une rétention de matériaux historiographiques de manière à orienter arbitrairement le jugement dans une situation et pas dans une autre. Mais vous savez que moi j'ai eu l'occasion de me retrouver face à M. Jean-Michel Devaux, qui est un grand historien français à la télévision, et c'était justement sur la problématique de la traite interne africaine. Et je lui faisais remarquer que même quand il prenait des arguments dans son ouvrage pour dire qu'il y avait une traite interne africaine, eh ben, il faut voir qu'il n'avait pas d'éléments. C'est-à-dire les témoignages qu'il prenait des Hollandais ne confirmaient pas ces dires. Et je vais même vous dire une chose qui dépasse l'entendement. Comment voulez-vous qu'un roi africain qui est dit animiste, donc c'est-à-dire un rapport particulier avec la nature et les formes de vie, puisse avoir le même comportement qu'un roi judéo-chrétien? Vous voyez pas que les gens racontent n'importe quoi? Un roi judéo-chrétien ne peut pas s'entendre avec un roi animiste sur la base de la possession matérielle des éléments de la nature. Nous ne sommes pas sur la même planète. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Mais à un moment donné, il y a eu des conversions. Certainement sur non, mais tout ça on comprend, c'est-à-dire qu'on voit bien que les Portugais vont rasier des enfants qui vont amener au Portugal. Ces enfants vont vivre pendant 30 ans au Portugal, donc ils vont être baptisés, ils vont avoir un nom portugais, et après ils vont redescendre en Afrique, donc au nom de la couronne, et c'est eux qu'on va retrouver dans les forteresses. Mais ils ne seront pas gouverneurs. Vous voyez, parce que le gouverneur reste quand même un Portugais ou un Hollandais. Mais c'est quoi un gouverneur sur le littoral africain? C'est quelqu'un qui dit tout le territoire que je vois de mes yeux appartient à ma couronne et qui a les moyens militaires de ses ambitions. Ça, il faut le comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des rois africains qui sont donc installés, donc je ne dirais pas des grands royaumes, puisque les vrais royaumes sont à l'intérieur des terres. Mais vous avez des populations qui sont le long de la côte. Eh bien, on va faire des rafles de ces enfants. Ces enfants vont être séquestrés dans les châteaux forts européens et on va dire aux gens, on va libérer les enfants chaque fois que vous amènerez du gibier, en fait vous amènerez des rations alimentaires pour faire en sorte que... pas le troc à proprement dit, on vous donne de la pacotille. Je vous dis que quand vous lisez la documentation, mais Jean-Michel Devaux justement, parce que c'était quand même assez insensé, Jean-Michel Devaux a fait un ouvrage sur les châteaux forts qui ont été construits lors des razzias négrières. Vous imaginez que le littoral de l'Afrique est cerné par des châteaux forts lui-même
même dit que les Hollandais ont dit, à propos de la distance qu'il y avait entre deux châteaux forts, c'était pratiquement le vol de Focono, même pas de Faucon, de Focono. Donc vous avez un littoral africain qui est cerné avec des châteaux forts, tous équipés de canons, de fusils et de toutes sortes d'armes de destruction massive, et à l'intérieur de cela, vous avez un roi africain qui n'a plus accès à son littoral, et vous avez des gens qui sont venus faire la loi chez lui, et en plus on vient vous raconter des histoires à dormir debout. Vous voyez que là, il y a un petit côté, je dirais, mise en scène de l'histoire qui est fondamentalement malsain. Vous voyez, parce que vous avez quelqu'un qui ment. Fondamentalement, il faut savoir que sur cette trame de l'histoire, nous avons affaire à l'organisation magistrale du mensonge. Et c'est pour ça que jamais, pas une fois, vous voyez, même quand il y a eu des maires, je pense la mairie de Soissons, la mairie d'Angers et compagnie, qui m'ont invité pour parler même à Nantes. À Nantes, on a eu l'occasion de faire un débat avec la municipalité sur ces problématiques-là devant le parterre de gens, de descendants des familles et puis d'historiens nantais. Et là, on a eu une discussion vraiment pour expliquer les choses bêtes. Vous imaginez que vous avez une traite interne africaine à hauteur de 14 millions d'individus. Vous avez forcément un lexique. Vous avez des registres. Vous avez un registre. Vous allez au Japon, vous voyez des chevaliers, vous savez, vous revenez, vous dites, ça s'appelle des samouraïs. Vous avez 14 millions de samouraïs. Vous avez déjà, on prend 140 samouraïs. L'Européen qui est au Japon, il sait que ça s'appelle samouraï. À 14 millions d'esclaves, il parle d'esclaves, alors qu'esclave c'est un mot européen qui désigne les Européens blonds aux yeux bleus de l'Europe orientale. Où est votre mot africain? Forcément, il y a un champ lexical quand il y a une pratique aussi étendue. Il n'y a pas de mots, les Nantais même n'ont pas de mots, il n'y a pas de champ lexical, il n'y a rien du tout, et on vous dit qu'il y avait une pratique. On dit que en fait, les Africains... Mais attendez, vous connaissez une pratique sociale qui n'a pas de champ lexical? Quand il n'y a pas de champ lexical, c'est que ça n'existe pas. Prenons le cas de l'Égypte ancienne. En Égypte ancienne, il n'y a pas de mot pour dire esclave. Bernadette Benu, qui est directrice de recherche au CNRS, elle a écrit noir sur blanc, d'ailleurs c'était sa thèse. Elle a attaqué Jean-François Olivier Bettel-Grenouillot sur cette question, qui lui-même a reconnu qu'il n'avait pas dit la vérité. Donc l'ouvrage qu'il a écrit après les traités négriens, il s'est excusé. Et il a dit que ce n'était pas la vérité. L'Égypte n'a pas pratiqué l'esclavage. Vous voyez, et pourtant tout le monde claironnait, et depuis le début, nous on a dit, il y a juste un problème, c'est que ça, vous allez pouvoir le dire entre vous, mais si vous êtes devant un égyptologue, l'égyptologue va vous coincer, parce qu'il n'y a pas de mot. Vous voyez, donc comment voulez-vous qu'une pratique existe en utilisant un mot européen pour définir cette pratique à travers le monde? Mais non, chaque pratique sociale a un nom, il faut donner le nom. Maintenant, si vous n'avez pas de nom, c'est que la pratique n'existait pas. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est aussi simple que ça. Et on disait effectivement l'année dernière, j'ai appris que par extension, le fait de dire par exemple que Pharaon avait des esclaves qui travaillaient... Non mais ça c'est de la blague, service, ça c'est de la fumisterie. C'est pas possible. Ça c'est de la bâtir les pyramides. Non mais je vous dis ça c'est de la fumisterie. Parce qu'il y a quand même une liste d'égyptologues qui ont quand même fait leur thèse. Je tiens quand même à rappeler que Bernadette Benu est directrice du CNRS. Et c'est elle qui a dit même dans le cadre privé ça n'existait pas. Même dans le cadre privé, vous voyez, parce que le problème c'est qu'il faut le mot. Le mot il est où? Il y a eu des débats dessus organisés à Paris. Nous avons écouté des égyptologues avec René Louis pendant 2 heures. Après nous sommes levés, nous lui avons dit voilà la crève, voilà les tableaux, écrivez-nous en égyptien ancien le mot esclave. Mais comme le mot n'existait pas, l'homme est devenu vert. Parce qu'il sait très bien que ça fait 2 heures qu'il raconte des histoires d'honneur debout. C'est de ça dont nous parlons. Vous voyez ce que je dis par là? La chose, c'est qu'on a organisé l'histoire de l'humanité en marginalisant le peuple africain du cours de l'histoire intellectuelle de l'humanité. On fait des fouilles, on trouve des artefacts, on voit que ce n'est pas possible d'exclure l'Afrique. Pourquoi? Parce que déjà l'homme moderne est né en Afrique, avec tout son génie intellectuel. Comment pouvez-vous raconter l'histoire intellectuelle de l'humanité en mettant toute l'humanité africaine de côté, alors que l'homme moderne est né en Afrique 350 000 ans avant les autres? Vous voyez pas qu'il y a un problème? Alors c'est quoi la mode? C'est de dire c'est les extraterrestres. Alors il n'y a pas d'extraterrestres pour faire la Tour Eiffel, il n'y a pas d'extraterrestres pour faire le Parthénon, mais comme par hasard, c'est en Afrique que tous les extraterrestres débarquaient dans la préhistoire. Mais si les extraterrestres ont débarqué à l'époque où on construisait les pyramides et que l'humain existait et que l'écriture était déjà là, pourquoi on ne sort pas en égyptien ancien le mot extraterrestre avec le déterminatif d'une soucoupe volante? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les gens racontent des histoires dormir debout. Les gens disent que des extraterrestres sont venus en Afrique concevoir les pyramides devant les Africains qui écrivaient déjà à l'époque. Et personne n'aurait écrit le mot en hiéroglyphe, le mot alien ou le mot soucoupe volante. Vous ne voyez pas que les gens racontent. Je vais vous dire une chose. Même les constructions de Zimbabwe, on disait que c'était des extraterrestres qui les avaient construites.
Vous voyez, même quand on prend la tablette mathématique d'Ishango, on disait que c'était des extraterrestres. C'est-à-dire, dès que le phénomène est africain, comme par hasard, tous les extraterrestres de l'univers se sont donné rendez-vous en Afrique. Oui, vous ne voyez pas que les gens ont des histoires de nous. En plus, même quand on parle de cette affaire de l'Atlantide, l'histoire de l'Atlantide, c'est une fumisterie. Platon discute avec un prêtre égyptien qui lui raconte une histoire, et tout le monde encense le truc parce que, voilà, ça démarre comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire un prêtre égyptien qui lui raconte comme ça une petite histoire, comme on peut en raconter une, sans queue ni tête, quoi. Mais tout le monde part dans une histoire, dépense des millions de dollars pour aller chercher un truc qui est une fable, en fait, qui est une histoire qu'on a racontée comme ça. Mais c'est ce qui est dingue quand même, c'est qu'en fait, un petit élément d'histoire, ou bien une affabulation, ou bien un racontard, ou une petite histoire, mais la question c'est pourquoi, mais pourquoi on ne dit pas aux gens que l'affaire de l'Atlantide a commencé lorsque Platon était étudiant en Égypte, il discutait avec son prof, et le prof lui raconte une histoire de civilisation. Pourquoi on ne dit pas ça aux gens? Parce que les gens ne connaissent pas le début de l'histoire. Et donc la mythologie grecque, elle vient d'où alors? Il faut savoir que le problème des Grecs, c'est que ce sont des nomades. Les nomades, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il enterre son grand-père, il a fait 80 km le lendemain. Donc il ne peut pas revenir, donc ni faire une libation, ni encenser son ancêtre. C'est de là que vient le fait qu'ils mettent le cimetière à la sortie de la ville. Alors que les civilisations enterraient les gens chez eux. Il y avait un grand jardin, ben là c'est le caveau familial, on met les gens là. Maintenant, quand ils arrivent au contact des populations africaines, ils découvrent que tout le monde parle, mon ancêtre a dit, l'ancêtre a dit, l'ancêtre a dit. Lui, il ne peut pas dire son ancêtre a dit, il n'est même plus en contact avec son ancêtre, il ne sait même plus là où il l'a enterré, puisqu'il n'a pas arrêté de marcher tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inventer il va s'inventer des ancêtres, ce qu'on appelle la mythologie. La mythologie. Donc la mythologie, il va tellement raconter des histoires qu'il va finir par croire que la mythologie, c'est les ancêtres. Et c'est comme ça qu'on va aboutir à Blanche-Neige et les 7 nains, avec des enfants qui pensent que vraiment Blanche-Neige a existé, quoi. Parce que tout est de l'ordre de la mythologie. Ces gens-là n'ont pas eu de contact avec leurs ancêtres. Vous voyez, quand on parle d'un prophète africain, on parle d'un ancêtre, parce qu'on a son tombeau, il est enterré là où les gens vivaient. Que ce soit Kajemni, Taotep, tous ces gens-là, Méry Carré, tous ces gens, ils sont enterrés là, dans la cité, c'est-à-dire, ils ne sont pas enterrés à l'extérieur, il y a des tombes pyramidales, il y a quand même des dossiers, est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Il y a des mastabas, il y a des choses. C'est-à-dire, faut bien comprendre que c'est pas du tout le même type de civilisation entre sédentaire matriarcal, ça veut dire que la femme elle est au centre, et nomade patriarcal, c'est que la femme elle est reléguée après les animaux, hein. Et c'est peu. On le voit dans notre société actuelle. Bien sûr. S'il y a quelqu'un qui est plus maltraité que les Noirs, après c'est les femmes. C'est ça la problématique de fond. Mais ça vient de l'héritage des nomades. Mais ce que je dis aux gens, on ne peut pas prendre les problèmes de ceux qui sont d'ascendance nomade pour des problèmes de ceux qui sont d'ascendance matriarcale. Parce que ces problèmes de femmes, ça ne nous concerne pas. Parce que même quand les Européens sont arrivés à l'époque des razzias négrières, ils ont trouvé des femmes qui géraient les royaumes. Est-ce que vous voyez? Ils ont trouvé des femmes qui géraient des royaumes. Donc ça ne nous concerne pas tout ça. Hein, il faut voir ça. C'est-à-dire que nous, on est dans une autre dynamique historique. Et on n'a pas embrassé la dynamique historique des autres, que chacun assume ses responsabilités. On ne dit pas qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ah ben, il faut rendre à Pharaon aussi ce qui appartient à Pharaon. Voilà, tout simplement. Et justement, vous travaillez justement à rétablir certaines vérités, à combattre certaines injustices justement de l'histoire qui ont effacé complètement certains faits. Et vous mettez en corrélation, il y a des documents justement qui permettent de mettre en corrélation la version africaine qui date effectivement à la version européenne. Oui. Et justement, vous allez effectuer quelques démonstrations. On peut déjà commencer avec une petite démonstration avant la coupure pub. Hein. Oui, c'est-à-dire que il y a des choses très simples. Par exemple, vous prenez le Fils de Dieu. Vous voyez, qui apparaît parce que, vous savez, avant et après l'arbitre, personne n'a jamais dit à propos d'un match de football, avant et après l'arbitre, puisque l'arbitre, c'est lui qui est censé faire venir les règles. Bon, quand on commence à partir dans avant et après Jésus-Christ, c'est que, bon, il y a un problème. Bon, en tout cas, en Afrique, c'est au début qu'il y a eu le Fils de Dieu et qui dit une chose particulière. Il dit, si tu n'es pas en paix avec toi-même, tu ne seras jamais en paix avec ton prochain. Et c'est devenu aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire qu'il y a un monde entre les deux phrases. Vous voyez, si tu n'es pas en paix avec toi-même, tu ne seras jamais en paix avec ton prochain. Comment on peut comprendre ça comme étant aime ton prochain comme toi-même? Là, c'est au-delà du réel. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il y a des enseignements africains qui ont fait la grandeur de l'Afrique dans l'Antiquité.
Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'ego des civilisations, qui essaye non seulement de masquer l'origine africaine des connaissances spirituelles de l'humanité, mais qui raconte des histoires d'hommes debout. Vous voyez, comme par hasard, comme par exemple dans la tradition musulmane, il faut se soumettre à Allah. Mais on n'a jamais enseigné ça à ces gens. Vous savez que tout l'univers s'est soumis à la loi. C'est pour ça qu'une heure fait 60 minutes. Il n'y a jamais une heure qui a décidé de faire 45 minutes. Donc on ne se soumet pas à Dieu. Dieu a mis la loi et tout s'est soumis à la loi. Il y a le jour et la nuit. C'est pour ça que quand il fait nuit, les gens vont se coucher. Est-ce que vous voyez la tête? Donc tout le monde s'est soumis à la loi. Les arbres se sont soumis à la loi. Quand c'est la saison des mangues, il y a des mangues. C'est la loi de l'univers. C'est la loi de l'univers. Donc il ne faut pas confondre la loi de l'univers que Dieu a instauré Dieu. Où est l'intérêt de se soumettre à Dieu? Puisqu'il a mis la loi, c'est à la loi. De toute façon, tout obéit à la loi. Vous voyez ce que je veux dire par là? Tout obéit à la loi. C'est ça qui fait l'harmonie de l'univers. Hein, la Terre fait le tour du Soleil en 365 jours, en 12 mois. Donc, tout ça, c'est la loi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, c'est-à-dire que vous aviez un enseignement initial qui est donné par des gens qui ont des années, mais qui ont un héritage multimillénaire de connaissances, qui essayent d'édifier l'humanité non africaine dans la sagesse, mais ces gens veulent organiser le règne de la matière sur l'esprit, en nous sortant des histoires de murs debout. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et en appelant ça de la religion. Mais non, c'est pas de la religion. Il ne faut pas confondre spiritualité et religion. C'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire par là? Parce que les anciens faisaient de la spiritualité, pas de la religion. Mais justement, ils l'ont déformé un petit peu. Ah mais tout a été déformé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut voir qu'on est dans du grand n'importe quoi. Et ça, il faut qu'on... Mais ils ont du mal justement à se défaire des histoires, des raconteurs qu'ils ont mis au point. Mais oui, parce que ça, vous savez, le problème, c'est que ça leur revient aussi au visage. C'est-à-dire, à force de raconter n'importe quoi, ça devient compliqué d'avoir une cohérence dans le n'importe quoi. Mais il faut laisser les gens se fourvoyer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce qu'ils connaissaient la vérité. Ces gens sont venus en Afrique. Ils ont pris toute leur tradition en Afrique. Tous. Vous voyez, même quand on parle de Confucius, Confucius c'est un Africain. La statue de Confucius, on voit bien que c'est un noir. Maintenant, on représente Confucius asiatique comme s'il était chinois. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc c'est ça les problématiques de fond. C'est-à-dire que vous avez des espèces d'orgueil politique qui font qu'on est prêt à travestir la réalité en oubliant que dans son centre-ville, il y a un musée où il y a la plus ancienne statue qui montre que le gars n'est pas comme tu l'as dessiné dans les manuels scolaires. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est ça C'est parce que bien la science, effectivement, arrive à remettre effectivement les choses à leur place. Mais heureusement. Mais je peux vous dire que le problème, c'est que vous pouvez faire une fouille archéologique. S'il n'y a pas la volonté de médiatiser le résultat des fouilles, c'est un problème. Regardez quand on a fait l'ADN des Grecs. On a découvert que les Grecs ne font pas partie du monde européen. Les Grecs font partie du monde africain. Pourquoi? Parce que c'est des Africains qui vivaient là. Donc même s'il y a eu d'abord un phénomène de métissage, il n'en demeure pas moins que 30% de la population grecque est sujette à la drépanocytose. Mais ça, on ne le dit pas. Et pourtant, les documents médicaux sont là. Est-ce que vous voyez ce niveau? Et la meilleure preuve que je peux vous dire, jusqu'à présent, le FMI, c'était réservé aux pays africains. Et vous avez vu que la Grèce a été le premier pays européen à aller au FMI. Dès qu'on a découvert qu'ils étaient africains, comme par hasard, ils se retrouvent au FMI, comme toutes les nations africaines. Vous voyez, je veux dire par là? Donc tout ça pour montrer qu'il y a quand même des éléments assez curieux dans l'histoire, mais il faut du courage. Le test ADN a eu lieu en 2000. On est en 2017, ça fait 17 ans que ce test a eu lieu et il n'y a pas eu... Les résultats ne sont pas vraiment plus... Non, ni dans Sciences et Vie, Sciences et Avenir, enfin tous ces magazines-là, on n'en parle pas. La dernière étude génétique sur les Européens qui date de 2015, on est en 2017, personne n'en parle. Et pourtant c'est une étude qui a été faite par 3 laboratoires différents. Et Harvard, l'université d'Harvard, était partie prenante de cette étude. Vous voyez, pourquoi on n'en parle pas? De retour sur le plateau de la grande édition, nous sommes toujours avec notre expert Jean-Philippe Omotunde, qui est spécialiste des humanités classiques africaines. Nous nous posons une question, à savoir effectivement si l'histoire de l'Afrique a été détournée ou volée. Bon, la réponse est claire. Vous avez des exemples. Là, on a des documents à l'appui, effectivement, pour faire quelques démonstrations aux téléspectateurs. Allons-y. Voilà, parce que la chose, c'est que je voulais déjà revenir sur 2 choses. Hein, parce que c'est vrai que c'est un peu, je dirais, la démarche de l'Institut d'Histoire à Niger, que j'ai fondé en Guadeloupe, c'est permettre aux gens d'apprécier la documentation scientifique. Vous voyez, lorsque on a trouvé le crâne de cet Homo sapiens venu d'Afrique en Roumanie, on a souhaité faire la reconstitution. On a fait venir un spécialiste. Vous allez voir le résultat. Vous savez que lorsqu'on parle du peuplement de l'Amérique, on parle des Amérindiens.
mais les Africains sont venus avant les Amérindiens. Effectivement, vous nous avez il y en a beaucoup de preuves. Alors, vous allez voir, dans ce premier document que je vais vous montrer, où se trouve le crâne de cet Africain qu'on a trouvé, à quelle date on l'a mis, et puis la reconstitution, ce que ça a donné. Regardons déjà la première vidéo, et comme ça, ça va permettre aux téléspectateurs de se faire une idée déjà un peu plus précise des choses. Richard Neave est artiste médico-légal. Sa spécialité est la reconstruction faciale et il collabore régulièrement avec la police criminelle. Je ne fais rien par hasard. Je dois pouvoir me présenter devant un jury et expliquer pourquoi j'ai choisi telle ou telle option. Il a travaillé sur un moulage du crâne roumain pour montrer à quoi ressemblaient nos ancêtres il y a 40 000 ans. J'ai fait la reconstruction dans les règles de l'art. Et voilà le résultat. Je ne sais jamais à l'avance ce que ça va donner. Je n'ai pas d'idée préconçue du visage final. C'est une surprise pour moi. Il faut écouter ce que disent les autres. Je suis persuadé que si un parent ou un proche de cette personne voyait ma reconstruction, il dirait « Oui, ça lui ressemble ». On imagine bien ce visage en train de rire, de sourire ou de se mettre en colère il y a 40 000 ans. J'ai ici le crâne de Lucie, l'un des plus vieux, sinon le plus vieux squelette humain jamais retrouvé en Amérique. À l'époque de sa mort, il y a 13 000 ans, elle avait entre 20 et 25 ans. Lucie a été exhumée dans le centre du Brésil en 1975. La morphologie de son crâne a intrigué les chercheurs. Les Amérindiens d'aujourd'hui ont des pommettes hautes et larges, comme les habitants de Sibérie et d'Asie orientale. Mais pas Lucie. L'une des principales différences se situe au niveau des pommettes. Sur ce crâne, elles sont très hautes et aplaties. Celles de Lucie sont plus basses et moins plates que celles de ce spécimen asiatique. La reconstruction faciale a confirmé les doutes des scientifiques. Lucie n'avait pas de traits asiatiques. Alors bon, une vidéo quand même assez édifiante qui effectivement prouve que la recherche scientifique démontre certaines choses. Votre commentaire, monsieur Mokindi? Alors en fait, on voit qu'il y a des données qui sont relativement claires aujourd'hui, qu'il y a des crânes qu'on a analysés, on a fait appel à des experts, et quand on regarde le résultat, on se retrouve encore confronté à un problème qui est la géopolitique. C'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez l'Amérique du Sud, la population noire est pratiquement majoritaire. Vous voyez? Et vous rajoutez les Noirs au Canada et en Amérique. Vous savez qu'il y a des revendications politiques. Maintenant, on fait croire aux Africains qui sont venus dans le Nouveau Monde à fond de cale de bateaux européens. Donc comme ça, ça permet de contenir. Sauf que nous étions là avant tout le monde. Voilà le problème. Nous étions là avant tout le monde. Nous sommes venus, nous sommes revenus et nous sommes revenus. Je vous invite à voir le deuxième document maintenant, lorsque nous avons fondé les civilisations avant les Mayas et les Incas.
Parce que c'est nous qui avons fondé la civilisation en Amérique, donc tout ce qu'on appelle la civilisation méso-américaine, avec notamment le Mexique et les Olmecs. Alors, vous voyez par exemple ici, je dirais des Africains en Amérique, c'est important de pouvoir voir ça parce qu'on rentre dans un univers. Vous voyez tout le domaine donc, du Mexique, le centre du Mexique, avec l'aventure, on trouve donc non seulement des constructions massives, mais aussi des têtes de plusieurs tonnes. Notre spécialiste était Ivo von Sertuma, qui était de l'université de Roger, qui est venu à Paris, à la Sorbonne d'ailleurs, faire une conférence là-dessus et présenter ses documents. Et chose extraordinaire, c'est que la presse française a dit que ça paraît invraisemblable, cette affaire. Mais il faut avouer que le professeur Sertima a des preuves de ce qu'il avance. Et pas simplement l'archéologie, mais des paramètres culturels qui sont identiques entre les Africains et les Amérindiens, notamment la cérémonie de l'ouverture de la bouche, qui est pratiquement conforme à celle qui était pratiquée en Égypte avec le même objet. Bon. Mais il y a aussi ces têtes. Il y a aussi la construction des pyramides, parce que ces pyramides qu'on retrouvait selon une orientation des 4 points cardinaux, donc en Afrique, on les retrouve aussi donc en Amérique du Sud, pas en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, parce que les Noirs qui sont venus en Amérique sont venus par bateau, en suivant le Gulf Stream, qui était ce courant qui, quand vous quittez les côtes africaines, ben, ça vous ramène tout de suite dans la Caraïbe et ça vous ramène aussi en Amérique. Mais la chose, c'est que les têtes sont gigantesques. Et quand on vous dit dans les documents d'anthropologie que la caractéristique de la race noire, c'est d'avoir les lèvres épaisses et les nez épatés, regardez ça. Là, il a même une coupe afro. Vous trouvez un individu comme ça, avec une tête qui fait 6 mètres de haut, et vous êtes en train de me dire que ce serait un Suédois? Il faut être quand même un peu sérieux. Nous savons reconnaître des Africains dans le voyant. Regardez par exemple la pub de Badania, et regardez la statue énorme qu'il y a en Amérique du Sud. On croirait être le Badania d'avant le Badania. Est-ce que vous voyez? Donc l'Européen, quand il fait le dessin de Badania, il reconnaît que c'est un noir, mais quand il voit la statue qui représente la même chose, comme par hasard, il devient aveugle. Il faut être quand même un peu sérieux. Vous voyez, regardez les nez, le nez épaté, les lèvres épaisses. Sauf que ce sont des bâtisseurs de pyramides en Amérique du Sud. Donc on discute. Vous voyez, même les Européens, quand ils faisaient des objets d'art, ils représentaient les Olmecs noirs. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, et regardez le maïs, et le professeur Johansson qui dit, mais attendez, les Indiens d'Inde aussi venaient en Amérique, puisqu'ils ont le maïs sur les statues. Donc, c'est pas par Chronopost qu'ils ont fait livrer le maïs en Inde. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, tout ça pour expliquer simplement que la réalité dépasse la fiction. Sauf que la réalité s'appuie sur des fouilles archéologiques, sur des documents qui ont été cumulés depuis très longtemps. Et il ne faut pas oublier qu'en Amérique, il y a des magazines scientifiques, on n'en parle pas beaucoup. Et dans ces magazines scientifiques, ben, ils font des fouilles et ils trouvent des objets africains. Et même à l'époque donc des voyages de Christophe Colomb, ils avaient parlé aussi de pièces de monnaie. Mais l'alliage des pièces de monnaie avait fait qu'ils avaient reconnu que c'était des pièces de monnaie de Guinée. Puisqu'en Guinée, on frappait aussi donc des monnaies qu'on appelle les cracraves notamment. Donc tout ça pour montrer qu'il y a un patrimoine de l'humanité qui, à cause d'une géopolitique, n'est pas présenté au public. Mais je voulais aussi revenir sur la vidéo suivante, donc qui parle d'archéologie linguistique. Parce que vous allez comprendre pourquoi ce sont des Africains qui ont fondé les cités en Amérique du Sud et en Amérique du Nord aussi. Parce que vous allez voir la similitude des noms de ces cités par rapport aux mêmes cités qui existent en Afrique. C'est intéressant de voir ça. On passe au document numéro 3, justement, sur les relations entre l'Amérique latine et l'Afrique. Et l'Afrique. « 1492. Christophe Colomb traverse l'océan Atlantique à la découverte d'un nouveau monde pour l'Europe. Mais ces terres ne sont pas inconnues des navigateurs africains, qui ont entretenu dès la préhistoire et l'Antiquité une navigation transatlantique continue. L'Amérique précolombienne est habitée par des populations africaines natives et libres. Lorsque Christophe Colomb entreprend son expédition en 1492, il est bien évident que l'on avait une connaissance assez substantielle dans certaines régions de ce qu'était l'outre-Atlantique et ses civilisations. On connaît mieux aujourd'hui le processus de migration native africaine et on peut situer avec une très grande précision les endroits où les
communautés africaines se sont installées, ont élaboré des civilisations qui nous sont parvenues aujourd'hui en toute transparence. Bakary II, il lève un défi. Il a voulu être celui qui, pour la première fois, traverse l'Atlantique avec un Mali qui, à l'époque, domine pratiquement sur le plan mondial les grandes civilisations de l'époque. L'empire du Mali est né sur les cendres de l'empire du Ghana. Ces empires étaient les pourvoyeurs principaux de l'or consommé dans le monde connu. Vous avez ici un tranchant, hein, c'est vraisemblablement un rabot, vous voyez, qui aurait servi comme ça. Les hommes d'une époque qui se mesure en millénaire naviguaient. Et on s'est dit, s'ils naviguaient, ils avaient des embarcations. Le premier élément, ça a été de trouver des ossements de poissons qui ont permis de savoir que ces espèces de poissons ne pouvaient pas se pêcher du littoral, mais qu'il fallait aller assez loin au large avec des fonds déjà importants pour les capturer.